Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Develop Leaders. Alors aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre d'un coach international de dressage. Nous allons découvrir comment est-ce qu'il a construit sa carrière, à quels défis il a été confronté et quels ont été les succès qu'il a rencontrés. Alors, cette personne s'appelle Guillaume Ducot. Nous allons nous envoler dans son histoire et on se retrouve directement après. Et ton premier poney, tu as quelques petits souvenirs à nous partager? Ah oui, j'avais un poney extraordinaire, c'était un Connemara, il s'appelait Rapide, voilà. Et j'ai des très bons souvenirs parce que c'était un poney avec lequel je sautais, j'ai monté les championnats de France saut d'obstacle avec, j'ai fait les championnats d'Europe. Et oui, ce poney refusait systématiquement sur la rivière, donc je m'en souviens très très bien de me retrouver sur le grand parquet à Fontainebleau, éliminé sur la rivière au championnat de France de CSO. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Et à partir du moment où tu as évolué avec ton poney, qu'est-ce qui se passait pour toi quand tu te retrouvais comme ça bloqué face à cette fameuse rivière? Ah ben alors, quand on est gamin, on est un petit peu casse-cou. J'avais installé une bâche bleue en plastique par terre et j'ai essayé à la longe, un peu comme on le fait en éthologie à l'heure actuelle. Mais dès que cette rivière brillait en concours, voilà, il ne voulait pas passer les rivières. Enfin, c'était un peu compliqué. Mais j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a toujours été très très intéressée par la discipline du dressage. Et c'est vrai qu'à travers, bien sûr, mes poneys, mon premier cheval avec lequel j'ai fait du concours complet, et du jumping, du CSO, ma maman m'a poussé de plus en plus à m'intéresser à la discipline du dressage. Et notamment un cheval qui a un peu marqué mon parcours quand j'étais jeune, un anglo-arabe qui s'appelait Nedji, qui avait plus de potentiel pour le dressage que pour l'obstacle. Et ça a été un peu mon premier cheval de dressage qui me permis à l'époque, à 17-18 ans, de faire mon premier prix Saint-Georges et d'être à l'époque champion de France de dressage anglo-arabe à Pompadour. Waouh, Voilà. pas mal. Et quand tu as vécu cette victoire-là à Pompadour, qu'est-ce que ça t'a fait? Pas grand-chose, mais bon, c'était une consécration du travail que j'avais mis avec l'aide de ma maman et puis avec l'aide de tous les entraîneurs avec qui j'ai pu à l'époque m'entraîner, puisque ma maman m'a donné la chance de pouvoir régulièrement aller faire des stages à gauche, à droite et de pouvoir m'entraîner avec des entraîneurs du Cadre Noir de Saumur, comme des entraîneurs étrangers. Et ça a été un petit peu le démarrage de ma carrière spécifiquement dans la discipline du dressage. Là, à ce moment-là, tu as 17-18 ans. Oui. Après cette consécration, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors par la suite, c'était la décision de savoir si j'allais poursuivre des études classiques ou si j'allais travailler dans les chevaux. Je suis parti faire sur Bordeaux un brevet technicien agricole. Et puis après, un peu comme le baccalauréat, on décide après si on s'en va sur des années d'études universitaires. J'ai commencé un BTS en viticulture, œnologie. Et puis la passion des chevaux m'a rattrapé. J'ai dit à ma maman, non, je veux vraiment travailler dans les chevaux. Alors elle m'a dit, ok, on va t'aider financièrement comme si c'était des études universitaires, on va te sponsoriser. Et je suis parti à ce moment-là avec mon van, ma voiture, mon cheval, mes valises, dans le sud de la France, chez une personnalité très connue qui s'appelle Christian Forlini. Et j'ai fait ma formation monitorat pendant 2 ans à Carnoux-en-Provence, dans le sud de la France. Et puis à partir de là, voilà, je suis devenu professionnel, enseignant, cavalier de concours. Ok. Donc, très tôt, tu as eu cette envie de transmettre, en fait. Alors oui, parce que pour donner un coup de main à mes parents, déjà à l'âge de 13-14 ans, j'animais déjà des leçons poney. Voilà. Et toutes les petites leçons de débutants, c'est moi le mercredi et le samedi qui animait les leçons débutants pour gagner mon argent de poche. Et c'était le deal un petit peu avec les parents de devoir donner un coup de main. Et puis j'ai pris goût à l'enseignement parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Enseigner, ça me passionne. Transmettre, ça me passionne. Voir évoluer un cheval dans le bon sens, voir évoluer un cavalier, voir évoluer le couple, c'est vraiment très gratifiant. En tout cas, moi, ça me nourrit. À partir du moment où tu as ce monitorat d'équitation, vers quoi est-ce que tu es parti alors? Alors, voilà, le dressage à l'époque, c'était l'Allemagne, c'était la Hollande, c'était l'Angleterre. Et puis après ce diplôme de moniteur d'équitation,
j'ai eu l'envie de vivre une aventure à l'étranger. Je suis parti travailler un petit peu en Allemagne. Et puis, en redescendant rendre visite à mes parents pour les fêtes de Noël, je me suis arrêté dire bonjour à un monsieur qui était très connu ici en Belgique, qui s'appelait Patrick Leroland, à Cour-Saint-Étienne. Et bien, j'ai posé mes valises pendant 4 ans chez ce cavalier olympique, entraîneur mondial. Et c'est ce qui m'a aussi donné un petit peu le pied à l'étrier ici en Belgique, de m'installer, de découvrir ce milieu belge et cette famille, puisque c'est vraiment une famille. Ok. C'est vrai qu'en fait, c'est plutôt inhabituel puisque tu viens du sud et tu Oui. es remonté dans le nord Oui. pour t'y installer. Ok. Qu'est-ce que tu as retenu de ces années passées avec Patrick Le Roland? Qu'est-ce que tu en retiens, je dirais, en termes de relations, en termes d'humain? Alors c'était un monsieur adorable, qui avait une vie, voilà, qui avait divorcé, qui s'était remarié. Il n'avait pas tellement, avec sa nouvelle épouse, le droit de voir ses enfants. Et j'ai eu la chance, quand je suis arrivé là, qu'il me prenne un peu sous son aile. Je ne vais pas dire que j'étais son fils adoptif, mais bien sûr, on travaillait les chevaux, on entraînait les chevaux. Mais l'après-midi, nous arrivait ensemble de réparer des clôtures, de faire du bricolage. Et ça crée une relation un peu fraternelle. Et voilà, il m'a beaucoup donné, que ce soit sur le côté humain et donné bien sûr sur le côté équestre. Et je m'entendais vraiment très 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 bien avec lui. Et puis il était à l'époque très sollicité avec une clientèle de très haut niveau international. Il y avait à l'époque Margit Otto-Crépin qui venait s'entraîner avec Corlandus. Et j'ai eu la chance déjà à 20 ans qu'il me donne, entre guillemets, une partie de sa clientèle ou quelques élèves dont il n'avait plus le temps de s'occuper. Et donc je suis devenu un petit peu seconde écurie à donner des leçons alors que lui s'occupait un petit peu du top niveau. Ok. Donc là, on est dans l'idée de donner des leçons. Tu avais du coup aussi en parallèle ta propre carrière en tant que cavalier international. Oui. Comment est-ce que ça s'est développé? Parce qu'en fait, d'un côté, je transmets, et d'un autre côté, je fais le sport pour moi-même. Comment est-ce que tu Alors as ça, fait? c'est la partie la plus difficile, de trouver cet équilibre entre le sport de haut niveau et puis la pédagogie. La pédagogie, c'est il faut gagner sa vie. Le sport de haut niveau coûte très cher. Donc le sport de haut niveau, c'est un bien pour un mal. Il faut en faire pour sa carte de visite, pour être reconnu, pour avoir sur sa carte de visite comme quoi on a monté tant de compétitions nationales, internationales jusqu'au niveau Grand Prix. Donc j'ai pris mon pied à travers la compétition, mais heureusement que j'ai toujours été passionné par l'enseignement, parce que c'est vraiment ça qui me fait vibrer en quelque sorte. Donc maintenant je prends beaucoup plus de recul par rapport à la compétition de haut niveau, et je me focalise depuis maintenant pratiquement 20 ans que sur le coaching et sur l'enseignement. Ok, ok, d'accord. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, c'est des décisions majeures en fait dans la carrière d'un cavalier professionnel comme toi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis, bah ok, là maintenant, je vais m'orienter vers cette transmission. C'est là que tu kiffes, hein, j'entends que tu Oui. dis, ouais, là, j'ai vraiment, allez, ça pétille, on voit dans tes yeux que ça pétille. Donc, tu prends la décision d'aller vers l'enseignement. C'est quoi le chemin de pensée qui t'y a mené? Est-ce qu'il y a vraiment un chemin? C'est que voilà, j'ai toujours enseigné, ça m'a toujours passionné. La compétition, c'est énormément de stress. Garder des chevaux de haut niveau, faire fonctionner des chevaux à haut niveau, financièrement, il faut avoir du temps, libérer du temps pour soi-même, pour pouvoir aller s'entraîner avec les meilleurs entraîneurs, pouvoir prendre soin de ces chevaux qui coûtent une petite fortune. Et voilà, la partie financière fait qu'à un moment donné, on réalise que oui, on a peut-être le rêve quand on est jeune d'être cavalier olympique. Ça, c'est le rêve, mais il y a la réalité où il faut gagner sa vie tous les jours. Alors, pour gagner sa vie, il y a plusieurs chemins, soit le commerce de chevaux, qui n'est pas tellement quelque chose qui me passionne. Je suis toujours prêt à aider des élèves pour aller essayer des chevaux ou détecter des chevaux en Hollande, en Allemagne, en Belgique. Mais c'est vraiment le coaching, moi, qui m'a motivé. Et puis je me sens bien dans le coaching et je me sens, entre guillemets, fort dans cette activité de coaching. Voilà. Comment ça se passe quand justement tu es sur le terrain en train de coacher un élève? Comment est-ce que ça se passe pour toi? Alors, je me donne un objectif, c'est que je donne beaucoup de stages. Comme le week-end dernier, je donnais un stage en Champagne-Ardenne. Et c'est souvent des journées très lourdes parce qu'on a 10 élèves les uns derrière les autres pendant 2 jours. Et je me donne vraiment comme challenge que la dernière leçon,
soit mon investissement dans la dernière leçon soit aussi productif que le premier élève de la journée. Donc c'est vraiment, je dis pas que c'est un match de boxe dans un ring, mais c'est vraiment, voilà, on est parti pour des longues journées où il faut performer et que chaque élève ressorte épanoui, que chaque cheval ait progressé et évolué positivement. Et c'est vraiment, voilà, c'est fatigant, c'est très très fatigant. Quand je donne par exemple 2 jours de stage, j'ai besoin facilement de 24-48 heures derrière pour un petit peu lever le pied. Parce que c'est un investissement énorme, ça me fait souvent penser à peut-être un acteur qui joue au théâtre, voilà, et c'est joué 8 soirs par semaine pendant 2 heures sur la scène et il faut être performant à chaque fois. Voilà. Ok. Et donc, Il y a un côté, il y a aussi, bon, bien sûr, il y a l'enseignement, il y a la partie technique, la compétence technique, mais je ne cache pas qu'il y a aussi un petit côté, entre guillemets, théâtral. Il faut se vendre, il faut se mettre en valeur, il faut mettre l'élève en valeur. Je ne dis pas qu'une leçon est scénarisée, mais il y a un petit côté acting, en tout cas quand on enseigne. ok. Donc ça veut dire que tu te mets en action tel un acteur, alors du coup, quand tu... Oui, tout à fait. Oui, ok. On place sa voix, on essaye de prendre la concentration de l'élève, et puis petit à petit, on avance dans la leçon et on avance techniquement vers des objectifs que l'on s'est fixés en discutant avec le cavalier, bien sûr, en début de séance. Ça te demande du coup beaucoup de focus en fait. Énormément de focus, énormément de focus. Et c'est ça qui est fatigant, c'est que quand on donne 10 heures de cours les unes après les autres, le soir, on est souvent vraiment vidé, fatigué. Pas évident parce que le soir, les élèves disent « Ah, on va manger au resto, on a plein de questions à poser ». Et là, il faut encore tenir la route pendant 2-3 heures. Oui, je connais ça. Je connais ça, oui, oui, oui. Effectivement. Oui, mais c'est un peu la même chose dans mon métier, hein. Souvent, tu vois, les gens s'imaginent qu'on est en train de coacher du matin jusqu'au soir. En fait, oui et non. Moi, quand je vois 3 personnes sur la journée, pour être à fond avec elles, vraiment focus sur ce qui est important pour elles et en même temps les repérer tout ce qui pourrait faire être un blocage, si tu veux, ben, ça demande quand même d'être présent. Et effectivement, quand après un séminaire, par exemple, on me demande « Oui, tu viens manger avec nous ?» Oui, Oui, je viens. le rideau tombe. Oui, je viens, mais j'ai besoin de dormir, hein, ça c'est sûr. Oui, ok. Et donc, comment est-ce que tu fais concrètement pour garder ton focus? Parce que je suis admirative. Si tu as 10 élèves sur ta journée, donc la passion qui doit être à l'intérieur de toi pour tenir déjà ces 10 heures, et en même temps le focus que tu dois avoir, c'est quand même quelque chose de phénoménal. Quand même. Oui, il faut vraiment... Voilà. Comment est-ce que tu fais ou comment est-ce que tu as construit ce focus-là? Je crois que c'est naturel. C'est que voilà, dès que je rentre dans une piste, on passe 2-3 minutes à débriefer avec le cavalier. Comment va ton cheval? Quels sont les problèmes du moment? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer comme exercice? Et puis, et les choses se mettent en route, et le coaching se met en route, mais je n'ai pas une préparation particulière. Donc c'est quelque chose qui a quelque part toujours été un peu là, toujours été un peu présent chez toi? Oui, je pense. C'est ça? Je pense. Alors bon, quand j'étais enfant au collège, je faisais partie du club théâtre. D'accord. Donc, D'accord. C'est-à-dire, dis-moi un peu, moi, j'adore ça. oui, mais je pense que voilà, il y avait toujours, juste avant les fêtes de Noël, il y avait toujours un club théâtre où on montait des pièces avec avec un professeur de théâtre. Et c'est vrai qu'on me donnait toujours un petit peu un rôle. Et puis j'ai toujours eu la chance d'avoir cette voix un peu rauque, un peu ténor, qui m'aide à placer ma voix quand j'enseigne et qui donne un certain aplomb dans ma façon d'enseigner également. Oui. Prendre sa place. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que j'avais jamais eu l'opportunité d'entendre ta voix, donc là maintenant je l'entends. Elle est assez enveloppante, elle est portante mais assez enveloppante. Est-ce Oui. qu'on t'a déjà donné ce retour-là? Oui, on m'a dit que quand on était en leçon avec moi, on se sentait vraiment dans une bulle et que les cavaliers me disent comme retour que 1 heure passe très très vite et que c'est vraiment un coaching où je suis constamment avec l'élève, un petit peu en vase clos. Et les élèves me disent, on n'a pas le temps, on est dans l'action, on est dans le ressenti, et on est vraiment à fond avec toi. On ne décroche pas de la leçon et on ne décroche pas
de la séance. Ok. Ouais. Est-ce que tu as des moments, tu sais, moi, un petit peu avec mes coachings, j'ai des petits moments de magie que j'ai retenus avec l'un ou avec l'autre. Ouais, j'imagine que toi, tu as eu ça aussi. Bien sûr. Et est-ce que tu aurais un de ces moments magiques à partager, en fait? Oui, de temps en temps, il y a des moments extraordinaires où le cavalier est détendu, le cavalier fait corps avec le cheval, tout fonctionne bien, la magie fonctionne bien. Et là, le cavalier est épanoui, le cheval est heureux, les oreilles en avant, les yeux qui brillent. Et puis l'entraîneur est aussi dans un moment, et puis à un moment donné, on dit stop, on arrête, on arrête, on arrête, on garde ces dernières minutes en mémoire comme un cadeau en quelque sorte. Et puis les bons moments aussi, c'est depuis maintenant plus de 20 ans, c'est tous ces voyages à l'étranger que je fais, parce qu'il y a le côté bien sûr technique, équestre, dressage, enseignement, capacité technique et mon volume de savoir, mais il y a aussi tout ce relationnel, rencontrer des nouvelles cultures, rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, j'ai la chance maintenant depuis 20 ans de donner des cours aux États-Unis, en Arabie, en Asie, en Turquie, en Suisse. Voilà, je voyage énormément. Je prends l'avion 2 fois par mois. Je fais 65 000 kilomètres par an en voiture. Ouais. Et voilà, j'aime beaucoup cette vie, entre guillemets, un petit peu saltimbanque. J'ai l'impression comme un cirque, d'aller monter mon chapiteau pendant un week-end dans tel pays, de démonter mon chapiteau et puis de le remonter 15 jours plus tard autre part. Et d'essayer de performer, de faire mon métier et de transmettre mes compétences, mes connaissances un petit peu partout dans le monde. Et en même temps, par rapport à ce que tu me disais là tout à l'heure, autour du fait que tu étais allez, tu faisais du théâtre plus jeune, Oui. etc. Et maintenant que tu parles de saltimbanque un petit peu, Oui. je trouve ça tellement cohérent, en fait. Tu dis aussi prendre ma place quand je donne cours, mettre en scène. Enfin, on sent qu'il y a un côté artiste quand même dans Oui, ce que tu... il le faut. Il le faut parce que je pense que simplement la compétence technique n'est pas suffisante. Quand on enseigne, il faut qu'il y ait une compétence, mais il faut aussi, entre guillemets, savoir se vendre. Mais c'est important, savoir se vendre, mais derrière, il doit y avoir vraiment un vrai bagage technique de qualité et un savoir que j'ai acquis depuis maintenant plus de 40 ans. Nous pouvons travailler avec les meilleurs entraîneurs au monde. Et puis je me réjouis, là, depuis maintenant 4-5 ans, je fais partie de cet International Dressage Trainer Club, IDTC, qui permet qu'une fois par an, on se réunisse, les 120 meilleurs entraîneurs au monde se réunissent, et que pendant 48 heures, 2-3 jours, on débriefe sur la discipline, sur le sport, et surtout en ce moment sur essayer de moderniser la relation avec l'animal, puisqu'on est à la croisée de chemins à l'heure actuelle. Et il est temps enfin de prendre conscience qu'on doit traiter cet animal noble d'une manière beaucoup plus convenable, que ce soit dans la gestion à l'écurie ou que ce soit dans la façon d'entraîner les chevaux. Là, tout à l'heure, tu parlais de ta carrière internationale en tant qu'entraîneur, le fait que tu voyages à gauche, à droite et que tu rencontres du coup des cultures complètement différentes. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce pas vers l'international, à te déplacer pour donner cours? C'est des rencontres. Finalement, dans la vie, il y a des rencontres, on croise des personnes, et puis quand il y a un train qui passe, il faut mettre un pied dedans. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer notamment une cavalière internationale des Philippines qui s'appelle Tony Levist, qui a monté les Jeux Olympiques de Sydney. Et en tout cas, cette cavalière m'a introduit en Asie. Et maintenant, je voyage 3-4 fois par an en Asie pour aller donner des stages là-bas. Et c'est des rencontres, les unes avec des élèves suisses, avec des élèves ou des amis qui habitent à Dubaï ou aux États-Unis. Et petit à petit, des vacances se transforment en stages et des stages se transforment en stages. Et puis petit à petit, on ouvre son volume de clientèle et d'élèves. Par rapport à tous ces élèves que tu suis, Oui. de partout dans le monde, Oui. à quoi vas-tu reconnaître que la personne est bien avec elle-même, par exemple, qu'au niveau mental, elle est OK, au niveau concentration, au niveau développement personnel, au niveau leadership. À quoi est-ce que tu vas le voir? Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que
finalement, le cheval est un miroir de ce qu'est le cavalier dans sa tête. Et effectivement, je rencontre dans les élèves des gens qui sont, entre guillemets, bien dans leur basket, qui sont confortables à l'intérieur d'eux, et puis je rencontre plein de gens qui sont mutilés à l'intérieur, qui se mettent trop de pression, qui sont stressés ou dépressifs. Et ça se transcrit énormément sur ce que rend le cheval dans le travail avec ses élèves. Et donc, une des premières choses que je fais généralement quand j'introduis une leçon, c'est justement de prendre le temps de vraiment discuter avec le cavalier, d'installer la séance, et donc voilà, on va avancer progressivement, s'il y a des questions, on va faire des pauses, on va essayer d'échanger, tu vas me donner ton feedback, de manière à mettre l'élève le plus possible dans une atmosphère de bien-être, de manière à ce qu'il puisse performer avec son cheval. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, il est possible que tu vois d'abord sur le cheval les préoccupations mentales du cavalier avant de les voir sur le cavalier en tant que tel? Est-ce que c'est possible ça? Oui, quand j'enseigne, pendant que je termine ma séance, généralement le cavalier suivant est déjà en train de détendre et j'ai toujours un petit œil qui regarde et j'ai déjà une vague idée, une lecture assez rapide. Et puis après, c'est l'habitude d'avoir cette lecture de l'élève qui va suivre, plus un petit peu de discussion. Je vois directement où sont éventuellement les nœuds qu'il va falloir faire sauter et comment je vais devoir aborder ma séance en fonction de la psychologie de l'élève. D'accord. Ouais. Et je suis curieuse, Oui, hein, oui, oui. mais quel est le nœud le plus fréquent que tu peux rencontrer comme ça? Le nœud le plus fréquent, c'est un manque de lâcher prise. Les gens sont trop dans le mental. Ok. Et pour bien monter, il faut être dans le lâcher prise. C'est pour ça que les Anglais montent bien. Un cavalier international comme Carl Lester, qui est un des meilleurs cavaliers au monde, il a fait 7 fois les Jeux Olympiques, c'est quelqu'un qui est jamais à cheval, qui est toujours relax, qui est toujours dans le flow. Et le cheval est un animal sensible, hein, c'est une éponge. Le cheval dans la nature, c'est une proie. Et si on n'arrive pas à rester dans ce centrage intérieur et dans ce flow, on ne peut pas vraiment performer, en tout cas à haut niveau. Et d'ailleurs, tous les cavaliers de très haut niveau maintenant se font coacher, coaching mental, préparation mentale, pour essayer d'atteindre cette zone idéale, de se mettre à cheval juste, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure avant la Coupe du Monde, et de retrouver cet instant de relax pour ne pas parasiter et polluer le cheval pendant l'épreuve. Ok. Et donc, est-ce que ça t'arrive en fait de conseiller à certains de tes cavaliers de se faire accompagner au niveau mental plus spécifiquement? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, ça m'est déjà arrivé. J'ai une cavalière, justement, on parlait de cette cavalière asiatique, de Tony Levist, qui est quelqu'un qui me dit « Guillaume, je suis constamment dans le mental. Je conduis ma voiture, j'ai 150 000 idées et choses qui passent dans ma tête. C'est quelqu'un qui dort très très mal, qui prend des médicaments pour essayer de dormir. Et elle me dit « Le seul moment dans la journée où je suis en paix avec moi, c'est quand je suis à cheval. » Parce qu'à cheval, on est dans l'instant présent, et donc on doit communiquer avec le cheval en live, en quelque sorte, et on n'a plus le temps d'avoir des pensées qui traversent l'esprit. Alors de temps en temps, je m'amuse à dire à certains élèves, arrêtez-vous sur le parking, allez sur l'application Petit Bambou, faites une petite méditation de 10 minutes, ou faites votre respiration 5-5, pour essayer de vous relâcher à l'intérieur, de manière à profiter de votre leçon et d'avoir une communication de meilleure qualité avec votre cheval. Et ils y arrivent? Oui, ils y arrivent. En tout cas, ils conscientisent que c'est très très important. Parce que la performance de haut niveau, je crois qu'il faut être dans un état mental pour performer, que ce soit en concours complet, en jumping ou en dressage. Il faut être dans une préparation. Il faut avoir bien sûr un peu d'adrénaline, mais il ne faut pas être en over-alerte non plus, parce que sinon on n'est pas performant avec le cheval. Ok. Oui. Alors, je ne connais pas assez de coachs, préparation mentale ou préparation physique, mais c'est vrai que ça doit faire partie maintenant du plan d'entraînement. En tout cas, toutes les fédérations maintenant font appel à des coachs, parce qu'on sait que la performance à haut niveau, autrefois, il y a 20-30 ans, c'était un petit peu... voilà, il n'y avait pas de prise de conscience, mais le sport de haut niveau était devenu tellement, tellement spécifique que maintenant la préparation mentale et la préparation physique est indispensable. Aujourd'hui, on est en 2025. Oui.
Et que dirais-tu au Guillaume qui avait 20 ans, s'il était là devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Voilà, c'est un stress. Le métier des chevaux, c'est un métier très difficile. Je suis passionné, mais je travaille énormément. Je dépense énormément d'énergie, un peu trop. Là, j'arrive à un âge, à 54 ans, où je suis en train de me poser plein de questions existentielles entre continuer cette activité professionnelle qui est passionnante. C'est un métier passion que je fais, mais je sais aussi que je brûle beaucoup d'énergie et je commence un peu à me brûler de l'intérieur. Et il faut que j'arrive maintenant à trouver cet équilibre entre rentabilité financière, sécurité financière, la passion, mais aussi un petit peu lever le pied parce que je peux plus autant voyager, je vais plus savoir autant voyager et dépenser de l'énergie comme je l'ai fait. Et je suis d'ailleurs à la recherche maintenant d'essayer de me recentrer de manière à pouvoir enseigner d'une manière ultra performante, mais avec une recherche aussi d'un tout petit peu, entre guillemets, m'auto-protéger, parce que je donne énormément de ma personne quand j'enseigne. Et les fins de week-end, il ne faut pas me regarder me lever le lundi matin. Voilà. Bah, écoute, merci pour ce partage-là, parce que c'est quelque chose dont on entend rarement parler, hein, du fait que donner prend plus que juste l'heure qu'on donne. En fait, on donne, et c'est le don qu'on a fait de soi, mais continue quand même encore un petit peu à nous consumer de l'intérieur, si je peux dire, Oui, après l'heure qui a été, tout à fait. qui a Oui, été on donnée. continue à se consumer parce que je pense que c'est la même chose chez toi. Après une journée quand on reprend la voiture, on est encore dans les leçons, on est encore dans le débriefing de soi-même. Est-ce qu'on a performé dans la façon d'enseigner? Est-ce qu'on aurait pu optimiser telle leçon avec tel cavalier, tel cheval? Ça ne s'arrête pas, on ne ferme pas le rideau. C'est que pour moi, il y a encore une auto-analyse de toute ma journée de travail. Ouais, oui. Enfin, quand on est passionné et qu'on fait les choses à fond. Tu sais, nous, on est spécialisé dans l'apport de leadership pour les dirigeants, mais également pour les cavaliers professionnels. C'est un concept qui existe depuis un petit temps au niveau des organisations, au niveau du monde de l'entreprise, un petit peu moins dans le sport. Qu'est-ce que ça évoque pour toi quand on parle de leadership de manière générale? Ce que ça évoque pour moi, c'est essentiellement communauté à l'heure actuelle. Je me passionne depuis pas mal d'années, j'ai des petites passions sur le côté, notamment la passion de la voile. Et j'ai suivi ces 2 derniers mois la fameuse course autour du monde, le Vendée Globe. Et puis cette jeune fille de 23 ans qui s'appelle Violette d'Orange, qui a fait une communication extraordinaire pendant toute sa course. Donc bien sûr, à côté, elle a eu quelqu'un qui s'est occupé de ses réseaux sociaux. Et ça a augmenté le volume de public intéressé à la voile en quelques semaines. À son arrivée au Vendée Globe au Sable d'Olonne, je crois qu'il y avait plus que 20-30 000 personnes sur les quais pour l'applaudir. Et je crois que maintenant, il faut être performant en tant que sportif de haut niveau, être performant en tant qu'enseignant, mais en plus se vendre et en plus communiquer, ce qui est difficile pour moi parce que j'ai des longues journées et le lundi soir ou le dimanche soir, il faut encore communiquer sur ce qu'on a fait pendant le week-end ou communiquer en avance, et ça c'est la partie pour moi la plus difficile à l'heure actuelle. Je te rassure tout de suite, c'est le cas pour beaucoup de monde. Ça va. Pour beaucoup de monde. Ok. Et donc, tu parles souvent du concept de se vendre. Qu'est-ce que ça signifie pour toi concrètement, se vendre? Ben, comme je l'expliquais tout à l'heure, je crois qu'il y a 2 choses. On peut être le meilleur technicien, mais si on est bardé de compétences techniques, mais qu'on ne sait pas les proposer au grand public ou les vendre, on n'existe pas. On n'existe pas, en tout cas, dans le milieu équestre. Et c'est difficile de trouver cet équilibre entre se vendre, mais pas over se vendre non plus, parce qu'il ne faut pas vendre du vent, il faut vendre vraiment des compétences. Et puis aussi dépenser son énergie à faire son métier, qui est l'enseignement et la transmission du savoir. On parle souvent de cavaliers et de leur puissance, la puissance de leur mental. Oui. Et qu'en est-il au niveau de l'entraîneur? Comment est-ce que ça se passe pour l'entraîneur de rester lui aussi aligné, de rester lui aussi dans son leadership, de lui aussi pouvoir tenir la pression, par exemple? Qu'est-ce qui se passe pour l'entraîneur?
c'est peut-être difficile pour moi de m'exprimer ou de donner. J'ai ma petite routine personnelle de préparation. Je sais que quand j'arrive en voiture pour donner, je sais pas, 5 heures ou 8 heures de cours, par exemple, là, vendredi, je vais donner 8 heures de cours au Luxembourg, je commence à 10 heures du matin. Bon, mais je sais que la dernière demi-heure, quand je passe à Arlon, je suis déjà un petit peu en train de me préparer, me focusser pour être dans la température idéale, au niveau focus, au niveau concentration et au niveau disponibilité. Mais c'est quelque chose que je fais naturellement. Je ne sais pas vraiment expliquer ce que je fais, mais j'ai besoin d'un quart d'heure. Voilà, le dernier quart d'heure, quand j'arrive, je suis déjà en train de m'habiller comme un acteur de théâtre et de me préparer pour faire mon acte technique et pour faire mon métier qui est l'enseignement et de transmettre mes compétences. J'ai une question pure curiosité, Oui. tu vois, parce qu'il y a cet aspect théâtre que j'entends qui revient quand même Oui, souvent. c'est dans une ce que tu image dis. que je donne. Je ne sais pas si je m'exprime peut-être pas très très bien, mais oui, c'est comme rentrer dans un ring de boxe. Enfin, la boxe, c'est peut-être pas, mais oui, de rentrer dans un ring de judo, et il y a une préparation, il y a un cérémonial, entre guillemets. Et du coup, la question que je me pose, entre théâtre et cheval, il y a toutes ces parties plus orientées spectacle. Est-ce que tu as un petit peu trempé là-dedans ou pas du tout, en fait, au niveau de ta carrière? Non, pas vraiment, mais j'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui justement font du spectacle. Notamment, ce week-end, j'ai fait travailler un jeune garçon de 24 ans qui fait du spectacle équestre et qui a lancé sa petite société événementielle et qui est venu pendant 2 jours retravailler les bases sur son cheval, alors que son cheval fait de la voltige en ligne et que son cheval fait du piafé, du passage, mais on est revenu travailler de la gymnastique, des cercles, des épaules en dedans, des sessions à la jambe, parce qu'il sait très bien que son cheval, s'il veut le faire tenir sur le long terme, on est obligé de resolidifier un petit peu les fondations techniques. J'étais il y a 3 semaines, j'ai passé 24 heures ou 48 heures avec Alizé Froment, qui est une des meilleures cavalières de spectacle au monde, et on a énormément échangé techniquement. Voilà, moi je suis ouvert, je m'intéresse à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Tu sais, nous, on est branchés bien-être humain. Oui. Et en même temps, je t'entends souvent parler de bien-être équin et j'entends que ça fait partie de tes préoccupations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors ça fait vraiment partie de mes préoccupations, puisque comme je l'expliquais tout à l'heure, à travers tous ces stages que je donne à l'étranger, dans des pays qui n'ont pas la même relation avec les animaux, que ce soit les chiens, les chevaux, les chats, et je m'aperçois que le cheval est encore un animal qui est pas bien, entre guillemets, traité ou pas respecté en tant que tel. Voilà, c'est un animal noble, c'est un animal ultra gentil. J'ai jamais rencontré des chevaux rétifs dans ma carrière. À chaque fois qu'il y avait un cheval qui était en difficulté, ce sont des signes d'inconfort, parce que le cheval a mal à l'estomac ou parce qu'il est en difficulté psychique ou psychologique. Voilà, et que on pratique ce sport avec cet animal noble, et je suis content qu'il y ait une conscientisation qui se fasse de plus en plus, soit par les fédérations, soit par les enseignants, ou même par les propriétaires de chevaux, sur la façon de gérer les chevaux au jour le jour. Si maintenant tu avais tes cavaliers devant toi, Oui. quels seraient les 3 conseils principaux que tu leur donnerais? Prendre le temps. Parce qu'en prenant le temps, on va vite. En voulant aller vite, on va lentement. Voilà. Prendre son temps. Toujours prendre le temps de se regarder soi-même et de faire un feedback sur son propre travail. D'analyser, de réfléchir le soir sur ce qui s'est bien, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Demander peu, récompenser souvent avec les chevaux, c'est très important. Et puis d'être très ouvert. Je crois qu'il faut rester très éveillé, très ouvert, très attentif. On ne peut pas s'enfermer en disant moi, mon mode de fonctionnement, il est comme ça, et je reste dans ma routine et dans mon mode. Il faut rester très ouvert à se laisser toucher par plein de choses, et se laisser toucher et essayer d'analyser, de comprendre, de toujours garder toutes ces antennes ouvertes, que ce soit sur la lecture de son propre cheval. Voilà. Parce qu'on passe souvent à côté de choses, et c'est toujours 6 mois, 1 an après. J'aurais pu y penser, j'y ai pensé, je ne suis pas allé au bout de mon idée.
Et la performance, elle ne peut être là que si on reste vraiment très ouvert au niveau sensibilité et acuité sur tout ce qui se passe autour de soi. Ok. Dis-moi, on arrive tout doucement à faire le tour de notre interview, du coup. Qu'est-ce que tu retiens de l'interview qu'on a menée? Oh, un bon moment d'échange. En tout cas, oui, non, j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup échanger avec toi. Et puis, je sens qu'on a des sujets qui nous touchent. Là, il y a le côté humain et puis voilà, et puis le partage. Moi, je suis dans le partage. Alors j'espère que Guillaume vous a emmené dans son univers comme il nous avait emmené, nous, dans son univers. Et maintenant, par rapport à tout ce que nous avons entendu, eh bien, on s'est posé quelques petites questions et on s'est dit que ce serait intéressant, en fait, de partager ces questions avec vous, histoire de voir, tiens, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Camille, de ça? Oui, ce serait super intéressant, je pense, d'avoir l'avis des gens qui ont pu voir cette vidéo par rapport aux questions qu'on va vous poser maintenant. Ok. Alors, la première question que je m'étais posée, on a entendu de la part de Guillaume que le Guillaume d'aujourd'hui disait au Guillaume plus jeune, « Ne t'inquiète pas, ça va aller ». Et ça m'a fait rebondir sur une phrase que j'entends quand même régulièrement, en tout cas qui est dans mon esprit, c'est que les choses importantes prennent du temps. Et donc par rapport à ça, vous, dans votre vie de cavalier, ça veut dire quoi? Quand on vous dit, tiens, les choses importantes prennent du temps, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et qu'est-ce que vous pouvez en retenir de cette phrase-là? Pour toi, Camille, s'il y avait comme question? Moi, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous vous sentez quand on vous fait un feedback? C'est quoi le défi qui est là derrière? Parce que c'est pas toujours facile de recevoir un feedback. Effectivement, surtout quand ça gratte un petit peu, qu'il est challengeant et que ça repose sur quelque chose qu'on aime beaucoup. Exactement, oui. D'accord. Oui, effectivement, ça, ce serait vraiment intéressant. Et puis, il y a une chose, une phrase que Guillaume a dite et qui, pour moi, a vraiment beaucoup de sens. C'était, tiens, voilà, le fait de rester ouvert. Et je m'étais demandé, tiens, rester ouvert à des choses différentes, à des choses qu'on ne fait pas comme d'habitude, mais qu'est-ce que ça implique en fait? Et donc, pour vous, rester ouvert à ce qui peut exister, malgré les habitudes de comportement qu'on peut avoir, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Donc, quelque part, comment faire pour rester ouvert malgré nos habitudes? Alors, on va les retrouver dans la prochaine vidéo. Oui, et on a hâte de voir toutes vos réponses dans les commentaires. Effectivement. Ciao, ciao.